une vieille demeure noyée de secrets, un nom effacé des mémoires, une ombre qui ne veut pas s'éteindre. Ce soir, les murs vont parler, et les silences révéler ce que nul n'osait dire. L'élégance d'un manoir anglais n'a d'égal que la noirceur de ce qu'il dissimule. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. C'est par une matinée grise de mars que nous arrivâmes, Poirot et moi, au manoir d'Ellingworth. Le trajet depuis Londres s'était déroulé dans une paisible monotonie, ponctué seulement des réflexions brèves, mais toujours aiguisées de mon ami. Il semblait, cette fois, presque détendu, si toutefois ce mot peut un jour s'appliquer à Hercule Poirot. Sir Gilbert Ellingworth, ancien officier de carrière, nous avait conviés pour ce qu'il appelait une parenthèse de tranquillité dans un monde de plus en plus bruyant. Poirot, qui feignait de croire à ce genre de propos, m'avait confié dans le train « Il n'y a jamais de véritable tranquillité, mon ami. Seulement des silences qui attendent d'être rompus. » Le manoir nous apparut à travers une allée bordée d'ifs sombres, austères et majestueux. Le majordome nous accueillit sans chaleur, comme si l'hospitalité y était restée militaire. L'endroit avait le charme d'un vieux livre fermé depuis trop longtemps. Et déjà je sentais poindre cette sensation si particulière que je connaissais bien, celle d'un lieu où chaque pierre semble murmurer un passé qu'on préfère taire. Et Poirot, lui, observait déjà tout. En silence. La première impression que me laissa le manoir d'Ellingworth fut celle d'une maison figée dans le temps. Le hall, pourtant vaste, était assombri par d'épais rideaux de velours grenat qui ne laissaient filtrer qu'un jour timide. Chaque pièce que l'on nous fit traverser semblait porter le poids d'un souvenir non partagé. Les murs étaient ornés de portraits sévères, au regard peint avec cette dureté typiquement victorienne. On y sentait davantage le devoir que la tendresse. Un couloir en particulier retint l'attention de Poirot. Il ralentit le pas, pencha la tête, puis murmura. « Les rideaux ne sont pas là pour la décoration, Hastings. Ils cachent en quelque chose, peut-être pas dans l'espace, mais dans l'esprit. » Je ne compris pas sur l'instant la portée de sa remarque, mais je notai qu'il promenait son regard sur les poignées de porte, les tapis, les cadres, comme s'il s'attendait à ce que l'un d'eux réagisse à sa présence. On nous installa dans 2 chambres attenantes, au premier étage. En refermant la porte derrière moi, j'eus l'étrange sensation d'avoir pénétré dans une pièce depuis longtemps, abandonnée, mais que quelqu'un, récemment, avait tenté de ranimer. Nous fîmes la connaissance de Sir Gilbert Ellingworth dans la bibliothèque, à l'heure du thé. C'était un homme droit, presque raide, aux manières d'un autre temps. Sa moustache, impeccablement taillée, ne cédait rien à celle de mon ami, quoique moins théâtrale. Il parlait avec économie, comme s'il avait trop longtemps commandé pour converser. « Je ne suis pas un homme de mots, monsieur Poirot, mais j'aime l'ordre et la clarté, » dit-il, en nous servant lui-même une tasse. Ce qui me frappa, ce fut l'absence totale de chaleur dans ses propos. Même lorsqu'il évoqua son fils défunt, un garçon de 12 ans, mort, tragiquement, sans autre détail. L'émotion, chez lui, semblait rangée sous clé, au même titre que ses souvenirs. Poirot, lui, l'écoutait avec cette expression, polie mais aiguë, que je lui connaissais bien. Il ne posait pas encore de questions, mais déjà, il classait. Il notait, il évaluait, et je pressentais que ce séjour ne serait ni reposant, ni champêtre. Lydia entra peu après, presque à pas feutrés. Sa silhouette fine et son port gracieux détonnaient dans cette demeure aux angles durs. Elle portait une robe d'un vert fané qui accentuait le teint pâle de son visage. Son sourire, lorsqu'elle nous salua,
était empreinte d'une douceur silencieuse, comme si toute parole avait en elle le pouvoir de réveiller quelque chose de trop lourd. Elle appelait sœur Gilbert « oncle », mais il n'y avait entre eux aucune familiarité. On aurait dit deux pensionnaires d'un même silence. Elle nous parla peu, mais chaque mot semblait choisi avec soin, comme si elle les avait d'abord pesés longuement en son fort intérieur. « Ce manoir a ses habitudes », dit-elle à un moment, d'un ton presque triste. « Il n'aime pas être dérangé. » Poirot la regarda longuement, comme s'il cherchait derrière ses yeux une vérité muette. Il ne dit rien. Mais plus tard, alors que nous remontions l'escalier, il me souffla. « Cette jeune fille est la seule lumière ici, mon ami. Mais elle vacille. Et moi, je n'avais jamais vu une maison aussi sombre. » Ce fut au détour d'un couloir à l'étage que Poirot s'arrêta net. Une porte, semblable à toutes les autres, était fermée à clé. Rien d'étrange en soi, mais le détective, avec son sens aigu de l'anomalie, plissa les yeux. Cette pièce-là, Hastings, elle ne respire pas comme les autres. Elle est close, non pas seulement physiquement, mais symboliquement. Je souris, croyant à une exagération de son esprit dramatique. Mais il insista. Nous apprîmes un peu plus tard par le majordome que cette pièce n'était autre que l'ancienne chambre du jeune fils de sœur Gilberte, mort des années plus tôt. Personne n'y entre depuis, monsieur. Par respect, voyez-vous. Je vis alors, dans le regard du vieil homme, passer un éclair d'autre chose, de crainte, de culpabilité. Je n'aurais su le dire. Poirot hocha la tête, pensif. Il ne fit aucune remarque immédiate, mais je remarquai qu'à chaque occasion, il trouvait prétexte à passer devant cette porte, comme s'il espérait que quelque chose s'y manifeste. Et moi, malgré moi, je commençais à sentir cette chambre comme un centre de gravité invisible, autour duquel tournaient tous les silences du manoir. Ce fut lors d'une conversation au coin du feu, en fin de journée, que nous eûmes l'occasion d'échanger quelques mots avec Mrs. Penn, la gouvernante. Elle devait approcher les 70 ans, mais sa voix gardait une fermeté discrète. Son regard, quant à lui, s'égarait souvent vers le haut de l'escalier, comme si une part d'elle-même était restée enfermée là-haut. Poirot, dans sa manière toujours subtile de provoquer sans interroger, mentionna la chambre close. « Vous étiez déjà ici, madame, lorsque l'enfant est parti ?» Elle resta un moment sans répondre. Puis, d'une voix rauque, elle souffla. « Oui. Et si j'avais eu mon mot à dire, cette pièce serait murée. Il y a des souvenirs qui devraient rester enterrés. » Je frissonnais. Il y avait dans sa voix une détresse contenue, quelque chose de plus fort qu'un simple attachement au passé. Poirot, lui, garda le silence. Il respectait les douleurs qui ne veulent pas se dire tout haut. Mais en quittant la pièce, il s'arrêta devant un vieux cadre accroché au mur. Il le contempla longuement. C'était une photo ancienne du manoir, prise bien avant notre venue. Un détail l'y intéressa. « Hastings, dit-il doucement, parfois, ce sont les choses que l'on cache trop bien, qui finissent par crier plus fort que tout. » Et je sentis que cette maison n'avait pas encore livré sa première vérité. Ce matin-là, la maison semblait enveloppée d'un calme anormal, comme si l'air lui-même hésitait à se déplacer. Aucun bruit de pas sur le parquet ciré, aucun murmure échappé des pièces voisines. Le majordome n'était pas à son poste habituel, et je descendis seul au rez-de-chaussée, dérouté par cette langueur inhabituelle. Ce fut la voix tremblante de Lydia qui rompit le silence. Il ne répond pas. Elle était au seuil du salon, figée, le regard rivé à un fauteuil près de la cheminée. Je franchis la porte à mon tour,
et découvrit sœur Gilberte, immobile, assis comme figé dans une méditation sans fin. Un verre de cognac reposait sur la petite table à ses côtés. Tout aurait pu sembler paisible, si ce n'était cette inclinaison de la tête, ce teint cireux, cette fixité sans retour. Poirot arrive derrière moi, et je le vois se crisper, imperceptiblement. « Il est mort », dit-il simplement. La gouvernante poussa un cri étouffé, puis s'effondra sur une chaise. Le silence reprit possession des lieux, mais ce n'était plus le même silence. Celui-là portait le poids du mystère. Poirot s'agenouilla doucement devant le fauteuil, examinant la scène avec la minutie qui lui était propre. Il ne toucha à rien, mais son regard scruta le verre, le liquide ambré, la position des objets. Il nota que la bouteille de cognac, à peine entamée, était intacte. Aucun autre verre ne trônait alentour. Il buvait seul, dit-il à mi-voix, ou du moins voulait qu'on le croie. Je sentis alors la tension s'installer dans ses gestes. Il observe la main droite du défunt, toujours posée sur l'accoudoir, les doigts légèrement refermés, comme dans une retenue ultime. L'autopsie, ordonnée sans tarder par les autorités, livra son verdict dans l'après-midi. La cause du décès était un empoisonnement à la digitaline, substance redoutable, mais accessible à qui connaît un tant soit peu les plantes ou les médicaments pour le cœur. Poirot ne dit rien en apprenant la nouvelle. Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. Puis, se tournant vers moi, il murmura simplement « Ce n'est pas la boisson, Hastings, c'est le sucre qui mérite notre attention. » Et dans son regard brillait déjà une hypothèse. Le docteur Radcliffe arriva en fin de matinée, alerté par le majordome. C'était un homme d'âge mûr, au regard sérieux mais nerveux, dont les mains semblaient toujours vouloir se cacher dans les poches de sa veste. Il avait soigné sœur Gilberte depuis plus de 15 ans. Il était parfois sombre ces derniers temps, admit-il, en évitant le regard de Poirot. Depuis la mort de son fils, il y a eu des jours plus durs. Je ne dis pas que c'était prévisible, mais peut-être une forme de lassitude. Poirot ne le contredit pas. Il se contenta de le remercier, poliment, avec cette courtoisie aiguë qui précède souvent, chez lui, une analyse incisive. Il n'avait pas posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Mais une fois le médecin reparti, il me glissa, avec un sourire presque triste. Quand les mots cherchent leur chemin, Hastings, c'est que la vérité a peur de les croiser. En dépit des insinuations du docteur Radcliffe, Poirot rejetait l'idée du suicide. Il me fit part de ses doutes en observant longuement la cheminée, où la braise achevait de s'éteindre dans un soupir rougeâtre. « Vous souvenez-vous, Hastings, de la façon dont sœur Gilberte a refusé de parler de son fils ?» Je hochai la tête. Un homme rongé de remords ne parle pas ainsi. Il se tait, oui, mais son silence tremble. Celui de sœur Gilberte, au contraire, était blindé, structuré, rigide. Je me permis de rappeler que la digitaline pouvait aussi être utilisée par accident, dans un dosage mal contrôlé. Poirot m'adressa un regard navré. L'accident n'existe pas dans ce contexte, pas ici, pas avec cet homme. Sœur Gilberte ne laissait rien au hasard. Il se leva, les mains croisées derrière le dos. Et puis, ajouta-t-il après une pause, qui choisit un poison lent, douloureux et capricieux pour se quitter lui-même? Non, mon ami, cet homme a été tué. Et dans son ton, il n'y avait pas la moindre place au doute. Je trouvai Lydia dans la petite serre, un livre posé sur ses genoux, mais dont elle ne tournait plus les pages depuis longtemps. Le deuil, chez elle, n'était pas démonstratif. C'était un effondrement silencieux, une brisure contenue. Ses yeux étaient rougis, mais secs.
Elle leva la tête lorsque j'entrai, mais son regard ne m'atteignit pas. « Je croyais que cela n'arriverait pas si tôt, » dit-elle doucement. Mon oncle était dur mais solide, presque inébranlable. Je tentais de trouver des paroles de réconfort, maladroitement. Elle m'interrompit d'un geste lent. Il ne disait pas grand-chose, il préférait les ordres aux conversations. Mais malgré tout, je crois qu'il m'aimait, à sa manière. Poirot entra à son tour, sans bruit. Il observe Lydia un instant, sans mots. Puis, dans un murmure, il me souffla à l'oreille. La tristesse est réelle, Hastings, mais elle n'empêche pas le mensonge. Elle peut même le protéger. Et pendant un bref instant, j'eus le sentiment que le deuil de Lydia cachait quelque chose de plus ancien encore. Une peur, peut-être, que la mort seule n'avait pas effacée. Le lendemain de la mort de Sir Gilbert, un certain Mick Cartwright, notaire du défunt, fit son apparition au manoir. C'était un homme maigre et rigide, aux lunettes cerclées d'or, dont la voix basse semblait ne vouloir troubler ni les tapis, ni les souvenirs. Après les politesses d'usage, il se tourna vers Lydia, qui s'était tenue en retrait durant tout l'entretien. « Votre oncle avait manifesté son intention de modifier son testament, mademoiselle. Il m'avait demandé un projet à examiner, mais... » Il consulta ses papiers, précaution inutile. Le document n'a jamais été signé. Un silence s'installa. Lydia hocha lentement la tête, sans colère, sans larmes. Poirot, qui jusque-là avait observé l'échange en silence, croisa les bras. Ainsi, le testament en vigueur reste celui daté de 1923. Le notaire confirma. Et dans ce testament, le nom de Lydia n'apparaissait qu'en note de bas de page, comme une personne à prendre en considération. C'est alors que Poirot, d'un ton presque détaché, demanda « Et qui, dans cette ancienne version, hérite du domaine ?» La réponse tomba comme un rideau. Un certain Francis Ellingworth. Je vis le front de Lydia pâlir encore d'un degré. Le nom résonna dans la pièce avec cette étrangeté qui naît des absents inattendus. Francis Ellingworth. Un nom que ni Lydia ni les domestiques ne semblèrent reconnaître immédiatement. Du moins, pas à voix haute. Mais 2 heures plus tard, un homme se présenta au portail du domaine, valise en main, sourire aux lèvres et chevelure d'artiste. Il s'annonça lui-même comme Francis Ellingworth et déclara, avec un naturel presque choquant, « J'ai appris la triste nouvelle, ce matin, par télégramme. Je suis venu présenter mes respects et, je suppose, prendre connaissance des conséquences. » C'était un homme au charme fluide, dont la désinvolture contrastait étrangement avec l'austérité du manoir. Il embrassa la main de Lydia, avec galanterie, s'inclina devant Poirot et me lança un regard complice qui me mit aussitôt mal à l'aise. Poirot, lui, ne sourit pas. Il observa l'intrus comme on observe un jeu de cartes inconnu, puis demanda poliment « Vous étiez proche de Sir Gilbert ?» Francis haussa les épaules. « Famille éloignée, mon cher. Mais le sang reste le sang. » Et dans ses yeux brillait autre chose qu'un deuil. Nous prîmes le thé dans la bibliothèque. Francis Ellingworth s'y installa, comme s'il y avait grandi, les jambes croisées, une main négligemment posée sur l'accoudoir. Il parlait d'art, de voyage, de maîtres italiens, de Paris et de Montparnasse, avec cette assurance de ceux qui ne craignent pas le jugement. Tout en lui semblait conçu pour séduire ou dérouter, selon l'humeur de l'auditoire. Poirot l'écoutait en silence, ne posant que quelques questions anodines sur sa venue, son télégramme, ses rapports avec Sir Gilbert. À chaque réponse, Francis souriait. Nous ne nous écrivions pas. L'armée, les pinceaux, vous savez ce que c'est. 2 mondes qui ne se croisent pas. Mais je crois qu'il m'appréciait.
Je le trouvais insupportablement sûr de lui, mais je devais reconnaître qu'il possédait une aisance troublante. Même Lydia, pourtant si réservée, paraissait intriguée par sa présence. Peut-être voyait-elle en lui une échappée, un souffle venu d'ailleurs. « L'héritage ne m'intéresse pas vraiment, » dit-il en se servant une seconde tasse. « Ce qui m'intéresse, c'est ce que cache une maison comme celle-ci. » Poirot leva lentement les yeux vers lui, comme s'il venait d'entendre une phrase plus révélatrice qu'elle ne le semblait. Ce même jour, Poirot me demanda de l'accompagner à l'étage. Il s'arrêta, une fois encore, devant la porte close de la chambre noire. « Hastings, je suis persuadé que cette pièce détient une clé invisible. » Nous cherchâmes Madame Penn, qui finit par céder à l'insistance de mon ami. Elle alla chercher la clé, non sans murmurer, en la tendant. « Il ne faut pas réveiller les morts, monsieur Poirot. » La chambre noire s'ouvrit sur un monde figé. Tout y semblait intact. Un lit d'enfant, une commode, des jouets rangés avec soin, des livres d'aventure sur une étagère basse. La lumière entrait à peine, tamisée par des rideaux épais. Un silence étrange y régnait, plus dense que partout ailleurs. Poirot fit lentement le tour de la pièce, notant chaque détail. Son regard se posa sur un bureau minuscule, puis sur une photographie encadrée, posée sur la cheminée. Il s'en approcha. Le fils de Sir Gilbert s'appelait Henry, n'est-ce pas? Je confirmai. Poirot hocha la tête. Un sanctuaire, Hastings. Voilà ce que c'est. Et un sanctuaire enferme parfois bien plus que le souvenir. Il peut aussi être le tombeau d'une vérité qu'on ne veut pas exhumer. En fouillant dans une malle sous le lit, Poirot découvrit une boîte de photographies anciennes. Il les parcourut une à une, d'un geste prudent, presque cérémoniel. Soudain, il s'arrêta sur l'une d'elles. Elle représentait l'enfant, Henry, debout, au centre de la chambre, souriant. L'image semblait anodine, jusqu'à ce que Poirot l'approche de la fenêtre. « Regardez ici, Hastings, dans l'angle, à gauche. » Je plissai les yeux. Une ombre floue mais nette dans sa forme humaine se tenait à l'arrière-plan. Ni un meuble, ni un reflet, une silhouette. « Vous pensez à un membre de la famille ?» demandai-je. Poirot secoua la tête. « Non. Sir Gilbert m'a dit que cette photo fut prise un matin, alors que lui et son fils étaient seuls. » Le cliché avait quelque chose de dérangeant. L'enfant semblait heureux, mais l'ombre était immobile, presque droite, comme figée dans un élan coupé. « Pourquoi ne l'a-t-on jamais remarqué ?» demandai-je. « Parce qu'on ne regarde que ce qu'on veut voir. » Poirot glissa la photographie dans son carnet et me lança un regard empreint de gravité. « Cette silhouette, Hastings, ce n'est peut-être pas un intrus, c'est peut-être un fantôme, pas du genre que l'on croit, un fantôme de chair et de silence. » Poirot entreprit de parler aux domestiques, un à un. Leur mémoire, bien que fragmentaire, dessinait un tableau inquiétant. Tous se souvenaient de l'enfant, rieur, vif, mais aussi fragile, sujet à des colères subites et des cauchemars violents. Et tous se souvenaient du jour de sa mort, mais d'une manière imprécise, comme si les détails s'étaient dissous avec les années. « Il est tombé dans l'escalier, n'est-ce pas ?» questionna Poirot à plusieurs reprises. Certains hochaient la tête sans conviction. D'autres disaient ne pas avoir vu. Un valet avança timidement. Il y a eu un cri d'homme, je crois. Et puis, le silence. Miss Penn, interrogée plus tard, se montra évasive. Ce n'était pas un accident. Pas vraiment. Mais ce n'était pas non plus un crime. Il s'est passé quelque chose qu'on a préféré oublier. Poirot fronça les sourcils. Il paraissait affecté, comme s'il sentait une douleur ancienne flotter dans l'air. Il n'y a rien de plus difficile à interroger que la mémoire d'un chagrin
qu'on n'a jamais su nommer, murmura-t-il, puis, plus bas encore. Mais parfois, une photographie parle pour ceux qui n'osent plus. Et cette ombre nous désigne quelqu'un. Les jours suivants, Poirot se montra d'une activité intense, quoique feutrée. Il ne semblait rien faire de spectaculaire. Mais chaque promenade dans le parc, chaque tasse de thé dans la véranda, chaque échange apparemment anodin, faisait partie de cette mécanique invisible dont il avait le secret. Et peu à peu, les contours d'un triangle troublant se dessinèrent autour de lui. Il y avait d'abord Francis, héritier inattendu et prompt à séduire même le silence. Son arrivée, trop opportune, avait éveillé chez Poirot une méfiance polie, mais constante. Puis Lydia. Sa douleur était sincère, j'en étais certain, mais elle se teintait parfois d'une tension souterraine, comme si elle avait appris à pleurer sans bruit, à force de vivre dans une maison de non-dits. Enfin, Miss Pennsylvania, la gouvernante, présente depuis l'enfance d'Henry. Elle portait la mémoire du manoir comme un vêtement trop ancien. Son attachement au passé frisait parfois l'obsession. 3 figures, Hastings, me dit Poirot. 3 liens au défunt. 3 motivations différentes, mais un seul crime et un seul menteur. Je le regardais, troublé. Il n'avait encore rien affirmé, mais il savait déjà où commencer à creuser. Francis accepta de répondre aux questions de Poirot, avec un détachement presque théâtral. Il n'était ni nerveux, ni sur la défensive, juste charmant. Trop charmant, peut-être. La nuit où Sir Gilbert est mort, j'étais dans ma chambre, seul, je le crains. Poirot ne le quitta pas des yeux. Toute la nuit, Francis eut un sourire. Si j'avais su qu'on me demanderait de me justifier, j'aurais peut-être laissé la porte entr'ouverte. Mais oui, seul, je lisais un recueil de poèmes. Poirot hocha lentement la tête, sans commenter. Pourtant, ce même jour, un domestique que j'avais croisé par hasard dans l'escalier de service me confia. J'ai vu M. Ellingworth descendre au salon, vers 2 heures. Je l'ai reconnu à sa démarche. Il ne m'a pas vu. Je rapportai aussitôt l'information à Poirot, qui resta pensif un long moment. C'est un homme qui veut être vu, mais pas surpris, dit-il enfin. Et cela, Hastings, c'est une distinction précieuse. Je commençais à percevoir, à travers les sourires de Francis, quelque chose de trop bien maîtrisé pour être tout à fait innocent. Lydia accepta de parler avec nous, dans la petite salle de musique où elle semblait se réfugier depuis la mort de son oncle. Ses doigts effleuraient distraitement les touches d'un piano éteint, comme pour y chercher un écho intérieur. Poirot ne tarda pas à aborder la question délicate. « Vous saviez que Sir Gilbert souhaitait modifier son testament en votre faveur. » Elle resta un instant silencieuse, puis acquiesça. Il m'en avait parlé, vaguement. Il n'aimait pas aborder ce genre de choses, mais je savais qu'il envisageait de me désigner. Poirot observe son visage, immobile. Cela ne vous a-t-il pas contrarié de découvrir qu'il ne l'avait jamais fait? Elle détourna les yeux. Un peu, bien sûr. Mais je n'avais aucun droit. Mon oncle n'était pas un homme de gestes affectifs, et je n'attendais rien. Ses paroles semblaient sincères, mais quelque chose en elle semblait lutter contre une tempête plus ancienne. Poirot lui tendit un mouchoir, qu'elle prit sans le remarquer. En quittant la pièce, il me dit doucement « Le chagrin n'empêche pas la jalousie, mon ami. Parfois, c'est même elle qui fait naître les plus grandes douleurs. » Mabispen nous reçut dans la cuisine, un tablier sur les genoux, les mains croisées, comme si elle s'apprêtait à prier. Son regard était direct, mais las, comme celui d'une personne qui ne craint plus la vérité, seulement la manière dont elle sera entendue.
Sir Gilberte était tourmenté, dit-elle sans préambule. Il ne le montrait pas, mais les nuits devenaient de plus en plus longues pour lui. Poirot hocha doucement la tête. « Vous l'avez entendu parler seul, n'est-ce pas ?» Elle tressaillit, puis « Oui, plusieurs fois, toujours dans la chambre noire. Il y allait tard, il parlait à son fils, comme s'il était encore là. » Je sentis un frisson me parcourir. Poirot, lui, restait parfaitement calme. Et que disait-il? Elle hésita, puis murmura qu'il n'aurait pas dû frapper si fort, qu'il n'avait pas voulu, qu'il avait eu peur. Poirot referma lentement son carnet. Il ne posa plus de questions, mais je vis dans son regard un éclair d'émotion rare. La culpabilité, Hastings, me dit-il plus tard, est une chambre noire elle aussi, et parfois, ceux qui y vivent y deviennent aveugles à la lumière. Les heures qui suivirent furent consacrées à recouper les versions. Poirot interrogea chacun, séparément, avec cette douceur trompeuse qu'il maîtrisait à la perfection. Les réponses se ressemblaient, se répétaient, mais ne s'emboîtaient jamais tout à fait. Francis persista dans son récit solitaire, mais refusa de commenter la déposition du domestique. Les gens ont parfois des hallucinations nocturnes, surtout dans les vieilles maisons, lança-t-il, moqueur. Lydia, elle, admit avoir erré dans les couloirs cette nuit-là, incapable de dormir. Mais elle prétendait n'avoir vu ni entendu personne. Quant à ma Mrs. Penn, elle soutenait que Sir Gilberte s'était enfermé dans la chambre noire et qu'il n'en était pas ressorti. Elle ne pouvait rien dire de plus. Poirot me rejoignit après ces entretiens, le front plissé. « Hastings, nous approchons d'un point de rupture. Tous disent bon la vérité. Et pourtant, tous mentent à la marge. Il faut découvrir ce qu'ils cherchent à protéger. » Et je compris alors que la vérité n'était pas cachée derrière des murs. Elle était dissimulée entre les mots. Le manoir d'Ellingworth, depuis la mort de Sir Gilberte, avait changé d'atmosphère. Il ne s'agissait plus du silence feutré d'une maison noble, mais d'un silence inquiet, comme si chaque marche grinçante trahissait une pensée non dite. Je surpris un jour Francis et Lydia dans le vestibule, échangeant quelques mots rapides à voix basse. Elle semblait lui reprocher quelque chose. Il l'apaisa d'un geste souple, puis s'éloigna d'un pas léger. Lydia resta là, les poings serrés. Plus tard, je trouvai Madame Penn dans la chambre noire, refermant lentement les rideaux. Elle sursauta en me voyant, puis dit « Cette pièce garde ce qu'on y dépose, même quand on croit avoir tout emporté. » Je rapportai ces observations à Poirot, qui écouta en silence. Puis, comme pour lui-même, une maison n'a pas besoin de parler pour accuser, il suffit qu'elle se souvienne. Et tandis que la nuit tombait, sur les couloirs vides, je sentis que le doute s'était insinué en chacun de nous, comme une odeur imperceptible mais persistante. Le lendemain matin, Poirot me demanda de l'accompagner à la chambre noire. Il ne formula aucune hypothèse, ne partagea aucun soupçon. Mais je reconnus ce silence particulier, chargé d'attente, que je lui connaissais bien. En poussant la porte, il s'arrêta net, se pencha et observa le seuil avec une minutie presque absurde. « Voyez-vous, Hastings ?» Je regardai à mon tour. Une fine pellicule de poussière couvrait encore le parquet, sauf à un endroit précis, près du tapis. 2 empreintes floues, comme si un pied prudent s'y était aventuré. Rien de net, certes, mais suffisant pour alerter l'œil de Poirot. « Cette pièce, murmura-t-il, n'est pas restée close aussi longtemps qu'on veut nous le faire croire. » Je tentais de me souvenir qui aurait pu y entrer, mais le souvenir se dérobait.
Quelqu'un est venu ici récemment, poursuivit-il. Et si cette visite était anodine, pourquoi ne pas l'avoir simplement admise? Je n'avais pas de réponse, mais dans cette pièce aux volets tirés, quelque chose me donnait la sensation qu'on nous observait à rebours, comme si le passé lui-même nous dévisageait. Alors que Poirot explorait silencieusement la pièce, une senteur particulière m'envahit, une odeur discrète mais pénétrante. Cela évoquait la cire ancienne, le bois refermé et peut-être une touche d'encens. « Vous sentez cela, Poirot ?» murmurai-je. Il acquiesça lentement. Une odeur qui ne devrait pas persister ainsi, Hastings, à moins qu'elle n'ait été ravivée récemment. Il se tourna vers la commode, en effleura le dessus du doigt, y récoltant une trace invisible mais révélatrice. Il fit de même pour le cadre du miroir, puis pour le rebord de la cheminée. Partout, une poussière à peine troublée, sauf à certains endroits, comme si une main hésitante avait touché, déplacé, replacé. « L'odeur, dit-il, c'est la mémoire de la cire. Et la cire, Hastings, n'agit que lorsqu'elle est chauffée. Cela signifie que quelqu'un a allumé une bougie ici, dans un espace censé être inoccupé. » Je frissonnais. Était-ce par recueillement, ou pour y lire quelque chose dans l'ombre? Poirot, quant à lui, fixait un coin de la pièce. Et déjà, son esprit suivait un fil invisible, tiré du silence même. Mon regard se posa alors sur le portrait du jeune Henri, accroché au-dessus de la cheminée. Je l'avais déjà vu, mais ce jour-là, quelque chose me frappa. Poirot, ce cadre. Il me rejoignit aussitôt, fronçant les sourcils. « Qui voyez-vous, mon ami ?» Je pointai le coin inférieur gauche. Dans le verre qui recouvrait la photographie, un reflet étrange apparaissait. Pas le reflet de la pièce, non, plutôt une forme oblongue, comme un objet placé derrière le cadre, invisible à l'œil nu. Poirot pencha légèrement la tête, puis esquissa un sourire bref, sans joie. « Votre regard est de plus en plus affûté, Hastings. C'est un détail que beaucoup auraient ignoré. » Il saisit délicatement le cadre, le décrocha et en inspecta les bords avec une infinie précaution. Puis, d'un doigt, il tapota doucement l'arrière. Un son creux, trop creux. Ce portrait est plus qu'un souvenir. C'est un écrin. Je sentis mon cœur battre un peu plus vite. Que pouvait-on cacher derrière le visage d'un enfant disparu? « Il est temps de l'ouvrir, » dit-il simplement. Et je sus que ce que nous allions découvrir ne relèverait plus du souvenir, mais de la révélation. Avec une délicatesse rare, Poirot défit le carton de protection fixé à l'arrière du cadre. Il le souleva comme on ouvrirait un livre ancien, et à l'intérieur, lové dans un creux taillé sur mesure, se trouvait une enveloppe jaunie par le temps. Elle n'avait pas été scellée, juste glissée, là, volontairement. Sur le devant, quelques mots écrits à la plume, pour celui qui voudra comprendre. Poirot la tira lentement, l'ouvrit, et déplia une feuille de papier épaisse, couverte d'une écriture nerveuse. Il lut en silence. Son visage ne trahit rien, mais je vis son regard se durcir, imperceptiblement. Puis il me tendit la lettre. Je la lus à mon tour, ma gorge se serrant à mesure. C'était une confession, de la main d'une femme, sans doute Vera Simons, l'ancienne préceptrice. Elle racontait un soir, un cri, une gifle. Le garçon avait chuté. Sœur Gilberte n'avait pas appelé à l'aide. Il avait attendu, paralysé. L'enfant n'avait pas survécu. Elle écrivait qu'elle avait voulu parler, mais qu'il l'avait menacée, renvoyée, couverte de silence. « Je n'ai pas pu sauver l'enfant, » écrivait-elle, « mais peut-être quelqu'un sauvera un jour la vérité. » Je restais figé. Poirot, lui, replia le papier et le remit à sa place. Nous restâmes un moment en silence dans la chambre noire.
le document entre nous comme une cendre encore chaude. Ce qui m'avait toujours semblé confus, la tristesse de Lydia, les silences de ma peine, l'ombre sur la photographie, commençaient à dessiner un tableau plus net et plus sinistre. Ainsi, Sir Gilbert a tué son propre fils, murmurai-je, incrédule. Poirot secoua doucement la tête. Pas tué. Pas intentionnellement, du moins. Mais il l'a frappé, dans un accès de colère, et ce geste, il l'a laissé mourir. Là est le crime. Il tourna son regard vers le portrait, toujours posé sur le lit. Ce que cette lettre révèle, Hastings, ce n'est pas seulement un accident, c'est le poids d'une lâcheté, une peur qui a préféré l'oubli à la justice. Je me souvenais alors des propos de Madame, peine de ce qu'elle avait entendu à travers la porte. Cela concordait, cela renforçait. Mais pourquoi garder cette lettre ici, derrière ce cadre? Poirot réfléchit. Peut-être espérait-elle qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de regarder au bon endroit. Et qu'alors, l'ombre cesserait d'être une énigme pour redevenir un visage. Je quittais la chambre noire, le cœur serré, porté par une indignation confuse. Je repensais à Sir Gilbert, à son visage froid, à ses gestes mesurés. Je l'imaginais frappant ce petit garçon, son propre fils, et cela m'était insupportable. Poirot, lui, descendait l'escalier avec son pas régulier, sans paraître affecté. « Cela ne vous révolte pas ?» finis-je par lui demander. Il s'arrêta, tourna la tête vers moi, et répondit calmement. « Bien sûr que si. Mais le cœur, mon ami, ne doit pas troubler la vérité. C'est notre rôle de l'atteindre, même si elle nous heurte. » Je baissai les yeux. La maison, désormais, me semblait différente, plus lourde encore, comme si chaque mur avait retenu un cri étouffé, chaque meuble une peur muette. Et si cette lettre était fausse, tentai-je, presque malgré moi. Alors nous le saurons, dit-il simplement. Mais si elle est vraie, Hastings, alors l'ombre ne nous observe pas, elle nous accuse. Et dans cette phrase, il y avait toute la distance entre sa logique et ma peine. Une distance que seule la vérité pouvait combler. Nous étions de retour dans le bureau de Poirot, une lampe basse projetant une lumière dorée sur la photographie, étalée devant nous. C'était celle que nous avions découverte dans la chambre noire. Henry Illingworth, souriant, debout au centre de la pièce. Mais ce n'était pas lui que nous observions, pas ce jour-là. « Regardez bien, Hastings, » dit Poirot d'un ton calme. Ici, à l'arrière-plan, à moitié dissimulé par la tenture. Je plissai les yeux. Il avait raison. Ce que j'avais pris pour une irrégularité de contraste était en réalité une silhouette humaine, debout, immobile. Ce n'était pas une tache ni un défaut d'impression. Les contours étaient nets, les proportions troublantes, trop nettes, trop humaines. Ce n'est pas Henry, n'est-ce pas? Poirot secoua la tête. Non, l'enfant est ici, au centre. Et Sir Gilbert tenait l'appareil ce jour-là. C'est lui-même qui l'a dit. Un silence s'installa. Alors qui est là, dans l'ombre, Hastings? Qui se tient sans bouger, sans se montrer, mais assez proche pour figurer sur cette image figée? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Car cette silhouette ne posait pas seulement une question. Elle en réveillait d'autres, des plus anciennes, des plus sombres. Le lendemain, Poirot demanda au majordome s'il pouvait retrouver le nom du photographe qui avait développé les clichés de l'époque. À ma grande surprise, ce dernier consulta un vieux registre poussiéreux et nous fournit un nom, Monsieur Vernon Blake, installé dans le village voisin depuis 40 ans. Nous prîmes rendez-vous. Monsieur Blake était un vieil homme voûté, au regard vif malgré son grand âge et aux gestes méthodiques. Oui,
Je me souviens de cette commande, dit-il en ajustant ses lunettes. Sir Gilbert voulait quelques clichés de son fils. Il m'a demandé de développer la pellicule, mais il a pris les photos lui-même. Poirot lui tendit la photographie. Le vieillard plissa les yeux, se figea. Puis, « Eh bien, je ne me souviens pas avoir vu cette silhouette à l'époque. Mais aujourd'hui, oui, elle saute aux yeux. Ce n'était ni une tache, ni un reflet. C'est bien une personne. »« Vous êtes sûr qu'ils étaient seuls ?» demanda Poirot. « Absolument. C'était un dimanche. Je m'en souviens, car il avait insisté pour les faire lui-même. » Le vieillard referma la boîte à souvenirs. « Ce n'est pas moi qui ai pris cette photo, monsieur Poirot. Mais je crois bien qu'elle a capturé quelque chose, que Sir Gilbert n'a jamais voulu revoir. » De retour au manoir, Poirot entreprit d'interroger chacun des domestiques encore présents à l'époque de la photographie. Il leur montra l'image, mais sans indiquer ce qu'il cherchait. À chaque fois, les réponses furent similaires. Un froncement de sourcils, une hésitation, puis un regard incertain. « Non, je ne reconnais pas cette forme. Ce doit être une coïncidence. Peut-être un manteau accroché, une illusion. » Mais rien, dans leur voix, ne traduisait la certitude. C'était comme si cette silhouette réveillait quelque chose, sans qu'ils puissent le formuler, ou nauséant. Poirot hocha la tête à chaque dénégation, sans discuter. Mais je vis bien, à son œil légèrement plissé, qu'il n'était pas dupe. « Une silhouette sans nom, Hastings, me dit-il plus tard. Ce n'est pas un oubli, c'est une omission volontaire. » Je songeais alors à toutes ces choses que l'on tait dans les maisons anciennes, à toutes ces présences que l'on nie, jusqu'au jour où l'on ne peut plus. Et pour la première fois depuis notre arrivée, je compris qu'au-delà du meurtre, une autre énigme dormait dans ces murs, plus ancienne, plus intime, une ombre enfouie vivante. Le soir même, alors que la pluie tambourinait doucement contre les vitres du salon, Poirot me fit part d'une réflexion qui le hantait depuis plusieurs jours. Hastings, si cette silhouette n'a jamais été identifiée, peut-être n'est-ce pas parce qu'on l'a oubliée, peut-être parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit là. Je ne compris pas immédiatement. Il poursuivit. Imaginez, un tiers dans la pièce, non déclaré, non autorisé, une présence inavouable. Et si cette personne était là depuis longtemps, invisible non par absence, mais par choix? Je songeais à Madame Penn, à sa loyauté farouche, à sa manière de glisser entre les murs. Vous pensez que quelqu'un d'autre vivait là, en marge? Il fit un signe de tête. Je pense qu'une figure tutélaire ou intrusive s'est immiscée dans la vie de l'enfant. Une personne qui n'avait pas sa place, mais que l'on n'a jamais vraiment chassée. Et cette personne aurait assisté à la scène tragique? Poirot se leva, fit quelques pas. Pire, Hastings, elle aurait pu la provoquer, ou l'observer, et dans le silence de la chambre noire, sceller un pacte invisible. Je sentis alors, pour la première fois, que l'affaire dépassait la mort de Sir Gilbert. Elle touchait à un secret plus ancien encore, et plus pernicieux. C'est par hasard, du moins, le crus-je, que j'entendis pour la première fois prononcer le nom de Vera Simons. Je descendais l'escalier de service quand deux femmes de chambre discutaient, à voix basse, près de l'office. L'une d'elles chuchota. « Comme Vera, tu te souviens ?» Elle aussi, on ne devait plus en parler. Le nom s'envola comme une cendre, mais Poirot le rattrapa aussitôt. « Vera Simons ?» dit-il pensivement, l'ancienne préceptrice du jeune Henri. Elle a quitté le manoir dans des circonstances floues, n'est-ce pas, juste après la mort de l'enfant. Nous consultâmes les archives du personnel. Aucun dossier, aucun mot de renvoi, simplement une absence,
Poirot fit alors venir Madame, Pennsylvania. Elle arriva sans surprise, presque résignée. Il l'interrogea doucement. « Vera Simmons, ce nom vous parle, madame ?» Un long silence. Puis, il ne faut pas la juger trop vite. Elle aimait Henri, d'une façon particulière, mais elle n'était pas mauvaise. Poirot s'approcha. Elle a assisté à sa mort, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux. Elle a vu, mais elle n'a rien dit, et moi non plus. Et je compris alors qu'au-delà des mensonges, le silence lui-même avait été un complice. Poirot se mit en quête de retrouver la trace de Vera Simmons. Il fit appel à un contact de Scotland Yard, puis à un ancien notaire de la région. Pendant 2 jours, il travailla dans un calme glacial, notant chaque détail, chaque adresse abandonnée, chaque changement de nom. Un jour, enfin, il me dit « Elle vit sous un autre nom, pas loin d'ici, dans un hospice discret, à la lisière d'un bourg forestier. Elle s'appelle désormais Madame, Pennsylvania. » Je restais figé. La gouvernante? Il hocha lentement la tête. Hastings, Vera Simmons n'a pas disparu. Elle est restée. Elle s'est cachée en pleine lumière. Nous l'observâmes alors différemment. Son attachement à l'enfant, sa présence constante, sa peur des souvenirs. Tout s'éclairait. Poirot décida de ne rien dire. Pas encore. Elle nous dira ce qu'elle a vu, mais pas sous la pression. Elle a protégé quelque chose, ou quelqu'un, pendant trop longtemps. Il faut comprendre pourquoi. Ce soir-là, je passais près de la chambre noire. Miss Penn était là, immobile, regardant le cadre vide. Je compris que nous n'avions pas affaire à une criminelle, mais à une femme que la culpabilité avait enfermée plus sûrement que des barreaux. Et Poirot, dans son silence, préparait déjà la scène où la vérité, enfin, devrait parler à haute voix. Le soir tomba plus tôt que d'ordinaire ce jour-là, comme si la lumière elle-même redoutait l'instant à venir. Poirot avait demandé que tous se retrouvent dans le grand salon à 19 heures précises, ni plus tôt, ni plus tard. Ils arrivèrent un à un, appelés par la même tension muette. Lydia, pâle mais digne, s'installa sans un mot. Francis, toujours élégant, arborait cette désinvolture étudiée qui, chez lui, remplaçait la peur. Miss Penn, droite comme un piquet, garda les mains posées sur ses genoux. Même le docteur Radcliffe était là, comme témoin extérieur, ou peut-être comme conscience silencieuse. Poirot ne se leva pas immédiatement. Il prit le temps de refermer un dossier posé devant lui, d'ajuster les plis de sa veste, puis d'observer chacun des visages avec cette minutie qui, chez lui, tenait de la science exacte. « Mes amis, dit-il enfin, il est temps. Il est temps de regarder en face ce qui a été enfoui, dissimulé, nié pendant bien trop d'années. » Un silence épais s'abattit dans la pièce. Même le tic-tac de l'horloge semblait s'être suspendu. Moi-même, je retenais ma respiration. Et lorsque Poirot reprit la parole, ce fut comme si l'air s'était épaissi, chargé d'un passé qu'on avait tenté de museler. « Nous sommes réunis », commença Poirot, non pas seulement pour comprendre la mort de Sir Gilbert, mais pour en éclairer l'origine, une origine qui ne date pas d'hier, ni même de ce mois, mais d'un jour précis, il y a près de 20 ans, le jour où le jeune Henri est mort. Il se leva lentement et, prenant dans sa main le cadre contenant la fameuse photographie, il le plaça au centre de la table. L'ombre y était visible pour tous. Voici la vérité. Ce cliché n'est pas une simple image d'un enfant. Il est aussi le témoin involontaire d'une présence interdite. Il tourna les yeux vers Madame Penn, puis vers Lydia. Ce jour-là, Sir Gilbert n'était pas seul avec son fils. Quelqu'un d'autre était là. Cette personne n'a jamais été mentionnée, jamais identifiée. Pourtant,
Elle a vu, elle a su. Francis, les bras croisés, demanda. Et quel rapport cela a-t-il avec la mort de Sir Gilbert? Poirot répondit, calme. Tout, monsieur Illingworth, car le poids du passé finit toujours par tuer. Ce n'est pas l'héritage qui l'a condamné, c'est la mémoire. Il se tourna vers Lydia. Votre oncle avait enfermé la vérité dans une pièce close, une chambre noire au sens littéral, mais aussi au sens moral. Et ce que j'ai découvert, mes amis, c'est que la lumière, malgré tout, y est entrée. Je sentis alors, dans la pièce, une tension nouvelle, non plus celle du secret, mais celle du dévoilement imminent. Poirot poursuivit, sa voix égale, mais pesante. Le jeune Henry Illingworth n'est pas mort d'une chute accidentelle dans l'escalier, comme on l'a prétendu. Il est mort, à la suite d'un acte de violence, un geste de colère, brutal, irréfléchi, commis par son propre père. Je sursautai. Lydia se raidit. Mipen, elle, baissa lentement la tête. Poirot tendit alors une feuille pliée, la lettre trouvée derrière le portrait. Ce document, rédigé par Vera Simmons, que nous connaissons sous un autre nom, décrit avec précision ce qui s'est produit ce soir-là. Sir Gilbert, excédé par une crise de l'enfant, l'a giflé. L'enfant a chuté. Et au lieu d'appeler à l'aide, il a hésité. Il a laissé faire le silence. Personne ne parla. Ce n'était pas un meurtre prémédité. Mais ce fut un meurtre de l'instant. Et ce crime, au lieu d'être avoué, fut enseveli dans le silence. Il se tourna vers Lydia. Votre oncle a vécu chaque jour avec ce poids. Il a fermé la chambre, il a renvoyé Vera, et il a laissé ce manoir devenir un tombeau vivant. Je vis alors, dans les yeux de Lydia, une lueur nouvelle. Non plus la douleur, mais une sorte de reconnaissance muette. Comme si, enfin, le mensonge avait cessé. Poirot marqua un temps, puis se retourna lentement vers Miss Pennsylvania. Elle n'avait pas bougé, mais je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. « Madame, dit-il avec une douceur inattendue, vous êtes restée ici plus de 20 ans. Vous avez tout vu, tout su, et pourtant, vous n'êtes pas partie. Pourquoi ?» Elle ne répondit pas. Il continua. « Parce que vous n'étiez pas simplement la gouvernante. Vous étiez Vera Simmons. » Un frisson parcourut la pièce. Francis laissa échapper un léger rire incrédule. Lydia porta une main à sa bouche. Moi, je la regardai, stupéfait. Elle releva enfin les yeux et dit d'une voix sèche, presque digne. « Je ne pouvais pas partir. J'avais promis à l'enfant de veiller sur elle. » Poirot hocha la tête. « Vous parlez de Lydia. » Elle acquiesça. Je savais ce que Sir Gilbert avait fait. Je savais de quoi il était capable. Il ne fallait pas qu'il recommence. Poirot approcha. « Et c'est pour cela que vous avez mis le poison dans le sucre. » Elle ferma les yeux. « Oui, je ne voulais pas qu'elle finisse comme lui, prisonnière d'un silence, d'une honte. » Et dans cette confession, il n'y avait ni haine, ni plaisir, seulement l'usure d'une vie consacrée à effacer un crime en étouffant un autre. Poirot se redressa légèrement, ses doigts jointifs, esquissant l'une de ces arabesques dont il avait le secret. « Permettez que je corrige une erreur que beaucoup ici ont faite, volontairement ou non. Le poison n'était pas dans le cognac, comme l'ont d'abord pensé les plus pressés. Non, mes amis, il était dans le sucre. » Un frémissement parcourut la pièce. Je sentis mon regard se poser instinctivement sur le sucrier en porcelaine bleue que Sir Gilbert faisait toujours venir après le dîner, pour sa tasse de thé personnelle, une habitude dont il ne dérogeait jamais. Poirot poursuivit. Un sucre en particulier, préparé à l'avance, déposé dans une boîte que seul Sir Gilbert ouvrait. Ce sucre n'était utilisé que par lui pour son infusion du soir.
une habitude si ancrée qu'aucun d'entre nous ne la remarquait plus. Et pourtant, elle fut la clé. Il désigna madame, peine sans animosité, presque avec compassion. Qui mieux qu'une domestique de confiance aurait su cela? Qui mieux qu'elle aurait pu préparer le piège sans éveiller le moindre soupçon? Elle ne répondit pas. Son silence en disait assez. Poirot hocha la tête, comme si la logique seule suffisait à apaiser les troubles de la conscience humaine. Ce n'est pas dans un moment de colère qu'il est mort, mais dans l'habitude quotidienne d'un homme prisonnier de son passé. Poirot se leva alors, lentement, et s'approcha du portrait recouvert d'un tissu sombre que nous avions replacé sur la cheminée. Il posa la main dessus avec une légèreté inattendue, presque une caresse. La chambre noire. Ce nom n'a jamais été aussi juste. Ce n'était pas qu'un lieu, c'était un caveau d'ombre, un théâtre figé du remords. Je me souvenais de ce silence presque religieux qui régnait en ce lieu, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sir Gilbert avait interdit l'accès à cette pièce, officiellement pour des raisons de deuil, officieusement pour ne pas raviver sa propre faute. Mais ce qui est enfoui ne s'efface pas. Il fit un pas en arrière et tourna son regard vers nous. Et lorsqu'une vieille photographie, un simple objet oublié, refait surface, elle peut fissurer les murailles les plus épaisses. Cette image, avec son ombre en arrière-plan, a réveillé ce qu'il s'efforçait d'ensevelir depuis des années. Je murmurai, presque malgré moi. Il a su qu'on savait. Poirot acquiesça. Exactement, mon ami. Il a compris que la vérité n'était plus ensevelie, que le passé revenait par touches, une odeur, un reflet, une voix. Alors, la peur l'a gagné. Et la peur, chez un homme rongé par la faute, peut tuer plus sûrement qu'une lame. Il s'interrompit, le regard tourné vers Mrs. Pennsylvania. Elle n'avait pas bougé, mais une ombre plus ancienne, celle de la chambre noire, planait au-dessus d'elle. Le silence était devenu si dense qu'il semblait absorber la lumière. Mrs. Penn, ou plutôt Vera Simmons, demeurait droite sur sa chaise, les traits figés dans une dignité éteinte. Poirot, sans brusquerie, lui parla à voix basse. « Vous saviez que le passé ne se tairait plus. Vous avez agi avant qu'il ne détruise Lydia comme il avait détruit Henry. » Elle ferma lentement les paupières, puis, sans fracas, sans larmes, elle dit « Je l'ai vu frapper l'enfant, et je l'ai vu se taire, se laver les mains, comme si rien ne s'était passé. J'ai supplié qu'il dise la vérité, mais il m'a congédié. » Elle ouvrit les yeux et me fixa, moi, étrangement. Et j'ai attendu. J'ai patienté 20 années. J'ai observé Lydia grandir, fragile, soumise, trop douce. Il allait recommencer. Pas dans la violence physique peut-être, mais dans l'emprise, la peur. J'ai senti que c'était pour bientôt. Sa voix vacilla, enfin. Alors j'ai mis le poison dans le sucre, une dose mesurée, rapide, sans douleur. Je ressentis un vertige, un mélange d'horreur et de pitié. Poirot, lui, restait calme. « Vous avez tué un homme. » Elle acquiesça. « J'ai libéré une jeune femme. » Puis elle se leva. Son corps paraissait soudain vidé de substance, comme si l'aveu l'avait délesté de son être. Et dans son départ silencieux, il y avait quelque chose de funèbre, mais aussi de paisible. Le lendemain matin, la lumière semblait plus franche dans les allées du domaine, comme si les arbres eux-mêmes respiraient différemment. Le notaire arriva vers 10 heures, son pas feutré sur les dalles, ayant quelque chose d'irréel. Il remit à Lydia les documents officiels, attestant que l'ensemble de l'héritage, titres et terres, lui revenait. Elle ne dit mot. Pas de larmes, pas d'éclat, juste un souffle long, un regard vers les fenêtres voilées du salon, et ce léger tressaillement de la main, presque imperceptible,
qui disait tout. Je la vis seule, un instant dans la véranda. Elle tenait la lettre du notaire, mais ne la lisait pas. Peut-être attendait-elle que l'instant s'imprime vraiment dans sa mémoire. Un silence digne l'entourait, et je ne pus m'empêcher de penser que le poids de l'héritage n'était pas celui de la richesse, mais celui du deuil prolongé. Poirot, lui, demeura discret. Il observait Lydia comme un botaniste contemple une plante, ayant survécu à l'hiver. Il ne dit rien, mais je sus qu'il avait compris. La jeune femme ne regardait pas l'avenir avec ambition, mais avec prudence, avec humilité. Elle venait d'hériter d'un domaine, certes, mais aussi d'une vérité longtemps ensevelie. Et de cette vérité, il fallait maintenant faire quelque chose. Plus tard dans la journée, Lydia donna une instruction brève, presque froide. La chambre noire devait être murée, non simplement verrouillée, mais scellée à la chaux, pour qu'on n'en pousse plus jamais la porte. Je crus d'abord à une réaction de peur, mais en l'observant, je compris qu'il s'agissait plutôt d'un acte de libération. Ce lieu, chargé de non-dits, avait contenu trop de choses, un souvenir mortel, une douleur indicible, et, plus récemment, une vérité venue fissurer le silence. Il était temps de clore ce théâtre invisible. Les ouvriers furent discrets. Ils montèrent une cloison simple, sans emphase, comme on referme une blessure. Lydia assista à l'opération sans détourner les yeux. Poirot, qui se tenait à mes côtés, murmura simplement « C'est une sage décision. On ne peut bâtir l'avenir dans une pièce saturée d'ombre. » Et pourtant, je ressentis un pincement. Était-ce juste de condamner ainsi un lieu témoin? Ne risquait-on pas, en l'effaçant, de faire comme sœur Gilberte jadis, refouler au lieu d'assumer? Mais Lydia semblait plus solide qu'il y a quelques jours. Elle ne fuyait pas, elle décidait. Et cette nuance, dans l'histoire d'un héritage, pouvait tout changer. Alors que le soir tombait, Poirot demanda à s'entretenir quelques instants seul avec Lydia. Je restais dans le couloir, devinant leur conversation à la seule cadence des silences entre leurs voix. Quand elle sortit enfin, ses traits étaient comme adoucis. Elle me lança un regard calme, presque apaisé. Poirot me rejoignit ensuite, les mains jointes derrière le dos, comme à son habitude quand il avait dit ce qu'il fallait. « Vous lui avez parlé de justice ?» demandai-je. Il secoua la tête. « Non, mon ami. » « De mémoire. Il est des blessures qu'il faut soigner, non en les niant, mais en les portant avec soin. J'ai dit à mademoiselle Lydia, « Parfois, il faut laisser le passé dans l'ombre, mademoiselle, mais il ne faut jamais l'oublier. » Je restai un instant songeur. Il reprit doucement. « Ce que l'on enfouit avec honte revient sous forme de fantôme. Ce que l'on accueille avec franchise devient un souvenir. Et les souvenirs, eux, peuvent vivre en paix. » Dans sa voix, il n'y avait ni jugement, ni regret, mais la sagesse d'un homme qui avait vu bien des familles se déchirer pour avoir voulu nier leur propre histoire. Je me surpris, ce soir-là, à errer seul dans les couloirs du manoir. Tout semblait plus clair, plus ordonné. Et pourtant, en moi, quelque chose demeurait trouble. Le visage de mes peines me revenait sans cesse, cette femme qui avait veillé, dissimulé et finalement tué. Était-elle coupable? Était-elle une justicière? Ou simplement une âme usée, prise entre devoir et douleur? Je pensais à l'enfant, à ce petit être effacé, dont la mort avait cristallisé tant d'autres drames. Je me rappelais son portrait, son regard légèrement penché, et cette ombre derrière lui, dont l'écho semblait hanter chaque coin du domaine. Poirot avait eu raison, bien sûr. Comme toujours, il avait compris ce que moi, je ne voyais pas encore, que la justice n'est pas toujours la vérité, et que la vérité n'offre pas toujours la paix.
Je m'assis dans le petit salon, face à la cheminée éteinte, et songeais. L'homme qui tue avec préméditation et jugeot. Mais qu'en est-il de celui qui tue pour protéger? Où commence la justice? Où finit la vengeance? Et qui sommes-nous pour trancher dans l'ombre d'un passé qui ne nous appartient pas? Je ne trouvais pas de réponse, seulement un silence plus lourd que l'obscurité. Au petit matin, alors que je descendais pour prendre un café dans le salon, un rayon de lumière perça les rideaux encore tirés. Il tomba, par hasard ou par caprice, sur le mur où avait longtemps été accroché le portrait du jeune Henri. Je m'arrêtai. Là, juste à l'endroit du cadre, une tache subsistait. Non pas une tache d'humidité, ni de poussière, une forme, floue mais humaine, comme une trace, une silhouette d'ombre imprimée dans le mur lui-même. Je m'approchai. Ce n'était rien, probablement. Une illusion due à la lumière, une trace laissée par les années, le papier, la colle. Mais je ne pus m'empêcher de frissonner. Le passé avait quitté la chambre noire. Mais ici, dans le cœur du salon, il avait laissé son empreinte, invisible pour la plupart, mais pour moi, tangible. Je sortis, sans rien dire, avec cette sensation étrange qu'il y a des choses qu'on peut pardonner, mais pas effacer. Le manoir semblait respirer autrement. L'air y était plus léger, les planchers moins grinçants, comme si la vieille bâtisse, fatiguée de tant de secrets, avait elle aussi trouvé le repos. Lydia prit l'habitude de marcher chaque matin dans le jardin, seule. Elle parlait peu, mais ses gestes devenaient plus sûrs. On la sentait enfin maîtresse du lieu, non par domination, mais par ancrage. Poirot repartit discrètement, refusant les remerciements. Il me dit simplement dans le train, « Le mystère est résolu, mon ami. Mais les vies, elles, doivent maintenant se reconstruire. » Je ne répondis pas. Je repensais à la chambre noire, à Vera, à l'enfant. Et surtout à ce silence, celui qui régnait à présent dans la maison. Ce n'était plus un silence de peur, ni celui d'un secret. C'était un silence habité, un silence où, peut-être, les souvenirs pouvaient trouver leur place, non plus comme des spectres, mais comme des fils tissés dans la tapisserie d'une mémoire enfin acceptée. Et je compris que parfois, ce n'est pas la vérité qui libère, c'est la paix qu'on en fait. Parfois, il faut plus de courage pour affronter les souvenirs que pour révéler un crime. Et vous, auriez-vous su reconnaître, derrière le chagrin, la trace d'une faute ancienne? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, commenter votre réponse et vous abonner pour d'autres mystères tout aussi troublants. Le silence du manoir s'est refermé, mais certaines ombres, elles, ne partent jamais tout à fait.